Bonjour à tous. Donc, la première conférence sera tenue par Miko Mered, qui est un professeur de géopolitique des pôles arctiques et antarctiques à l'Institut libre d'études des relations internationales. Il est également professeur à l'école Neoma Business School et à Sciences Po Rennes, expert évaluateur auprès de la Commission européenne sur les questions polaires. Donc, Miko Mered est auteur en 2019 d'un livre sur les mondes polaires, paru aux presses universitaires de France. Et je vous remercie de l'accueillir, je vous prie de l'accueillir. Merci à tous. Alors, je suis très heureux de commencer. Je pensais que j'allais être en dernier, en tout cas c'est ce qu'on m'avait dit. Donc du coup, comme je commence, je vais essayer de mettre un petit peu d'énergie dans tout ça pour que vous passiez une bonne après-midi. Donc la première des questions, c'est est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes plus chaud que le climat aujourd'hui ? Voilà, il y a des manifs qui arrivent, vous le savez. Pourquoi je vous pose la question sur le climat ? Évidemment parce que je vais vous parler des pôles. C'est la 4e fois qu'il y a ces rencontres géopolitiques de Saint-Michel de Picpus. C'est la 4e fois que j'ai la chance d'être invité. Et c'est la 4e fois que je parle des pôles. Sauf que chaque année, je parle sur un truc différent. Donc là, on va se parler des BRICS ensemble. Et en se parlant des BRICS, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre l'accent sur les 2 BRICS principaux, c'est-à-dire la Chine et la Russie en zone arctique. Et puis, vous allez le voir, je vais aussi élargir un peu la question parce qu'en fait, au-delà des BRICS, il faut qu'on prenne en compte les dragons, les bébés tigres de l'Asie du Nord-Est, ainsi que Singapour, parce qu'ils ont de plus en plus un impact sur l'Arctique. Et puis, pour ceux qui sont frustrés peut-être que je ne parle pas de l'Antarctique, en fait, sur l'Antarctique, il y a tellement de choses à dire, il faudrait revenir l'année prochaine. Mais au-delà de ça, surtout, sur l'Antarctique, il y a en effet plein de choses à dire, mais en réalité, ce que vous allez voir au niveau des BRICS sur les pôles, pour ceux qui vont acheter et lire mon livre, bien sûr, parce qu'on est quand même là pour ça aussi, c'est que le Brésil et l'Afrique du Sud sont surtout orientés vers l'Antarctique, ont finalement peu d'impact sur ce qui se passe en Antarctique et encore moins, pour ne pas dire quasiment pas du tout, sur ce qui se passe en Arctique. Donc je vous propose de nous intéresser à ce qui va vous intéresser pour ceux notamment qui vont tenter des concours Normal Sup ou quoi, à savoir l'Arctique, sur donc, le Grand Nord avec principalement la Chine et la Russie. Vous êtes prêts ? Des petits commentaires au premier rang ? Pas de commentaires. Ça risque d'aller vite. Je vous ai prévu à peu près 90 slides et on n'a que 40 minutes. Donc du coup, on va faire un truc simple. C'est que je vais évidemment aller un petit peu vite, mais, on va faire ce qu'on fait tous quand on est sur YouTube et que le montage il est un peu rapide. On va gentiment appuyer sur pause là où ça nous intéresse pour regarder ce qu'il y a sur les slides ou sinon au pire, je vous les fais passer sans aucun problème. Ça vous va ? Allez, let's go. Donc du coup, première partie, post-polaire. Et puissance asiatique. En fait, le concept de post-polaire ou monde post-polaire, c'est un concept qu'on a essayé de développer dans le livre Les mondes polaires. L'idée, c'est de dire tout simplement qu'on est en train de basculer dans un nouveau type de géographie dans le Grand Nord. Alors, le type original de géographie qu'on connaît, c'est cette idée que voilà, l'Arctique c'est blanc, l'Arctique il y a une forme de virginité, il n'a pas été beaucoup touché, voire souvent parfois on entend qu'il y a très peu de monde qui y habite, voire pas du tout, pas d'humains. Sauf qu'en fait, il y a plus de 4 millions de personnes qui vivent en Arctique, et ça, on l'oublie souvent. Et en fait, on va se focaliser surtout, en ce qui concerne l'Arctique, sur la banquise, sur la faune sauvage, sur toutes ces choses qui nous parlent au quotidien, qui touchent notre cœur directement. Et on va oublier l'humain, on va oublier les États, on va oublier beaucoup aussi les questions militaires et sécuritaires, et énergétiques encore plus. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ce que vous voyez là, c'est en train de disparaître gentiment, mais sûrement. Et en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'action des BRICS en Arctique, mais aussi l'action d'États comme le nôtre, la France ou d'autres pays plus, on va dire, puissance classique de l'Occident, tout simplement, chacun essaye de briser la glace. Là, ce que vous voyez, c'est un brise-glace russe nucléaire. L'idée, c'est relativement simple, c'est d'essayer de battre les contraintes, de se frayer un passage, de pénétrer cet Arctique qui est si mystérieux et qu'on sait regorger d'énormément de ressources pour pouvoir tout simplement en faire une des grandes futures zones de la mondialisation au XXIe siècle. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ça en fonction de vos opinions politiques. Moi, je ne suis pas là pour porter un propos politique, je suis là pour vous poser une situation, puis après, c'est vous de décider si vous voulez manifester ou pas. Voilà. Mais donc, pour comprendre en fait où on va sur les mondes polaires et sur cette idée de post-polaire, en fait, il faut comprendre d'abord et avant tout comment l'Arctique fond.
On est obligé de faire de l'environnement, de faire de la cryologie, etc., pour bien comprendre en fait quelles sont les modifications de l'environnement local, pour ensuite parler de la géographie et ensuite parler du politique. Bon. Donc du coup, le sujet, ce que vous voyez ici, c'est une animation de la NASA qui vous montre la fonte des glaces. Donc là, on parle de la banquise, c'est-à-dire les glaces de mer, hein, qui se donc forment en Arctique chaque année et qui ensuite fondent chaque année, mais qui, comme vous le voyez, sont dans un cycle comme ça annuel. Et on ne parle pas du tout des glaces dites du pergélisol, donc c'est-à-dire les terres gelées en permanence qui couvrent à peu près 20% de l'hémisphère nord. Et on ne parle pas non plus de la calotte groenlandaise, donc c'est-à-dire les glaces qui sont sur la Terre et qui peuvent faire jusqu'à 2 km d'épaisseur ici au niveau du Groenland. Là, on ne se parle que de la banquise. Et donc, ce que vous voyez, c'est que sur cette animation qui vous amène depuis 1984 jusqu'à 2019, donc sur 35 ans, vous voyez que petit à petit, eh bien, le blanc que vous voyez là, il est en train de petit à petit, pas juste s'affaisser, mais complètement disparaître. En fait, ce blanc-là, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous voyez ici en haut à droite de l'animation, c'est ce qu'on appelle les glaces pluriannuelles, c'est-à-dire des glaces qui se forment et qui arrivent à survivre un été, 2 étés, 3 étés, voire 4, 5. Et en fait, le vrai sujet donc, sur cette animation, c'est que plus c'est blanc, plus ces glaces de banquise dont on se parle sont donc pluriannuelles. Donc plus elles sont anciennes, quoi. Et donc, ce que vous voyez, c'est que là, on est déjà en 2008 et que ces glaces pluriannuelles, il y a déjà plus grand-chose. Vous voyez aussi qu'elles ne sont pas localisées au niveau du pôle Nord ici. Elles sont localisées au niveau des îles canadiennes et du nord du Groenland, du nord-ouest du Groenland. Ce qui permet aussi de casser un autre mythe qui est que plus on va au nord, plus c'est froid, plus il y a de la glace. Non, ce n'est pas une question de latitude, c'est une question tout simplement de distribution géographique, géodésique, etc. etc. Donc là-dessus, encore une fois, l'Arctique n'est pas homogène, sous la forme d'un cercle. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et donc du coup, vous le voyez, après 35 ans, voilà la situation dont nous héritons aujourd'hui et sur laquelle, eh bien, du coup, on va devoir concevoir les grands enjeux géopolitiques qui arrivent en Arctique. Donc ce monde post-polaire, il commence là. Un monde où les glaces pluriannuelles l'été sont quasiment inexistantes. Il en reste extrêmement peu. Et un monde, du coup, qui s'ouvre. Un nouvel océan. Alors il y a des investisseurs américains qui se plaisent à dire que c'est 1492, c'est même la plus grande opportunité d'investissement depuis 10 000 ans. On entend des trucs comme ça aux États-Unis, et pas que aux États-Unis. Et en fait, au fur et à mesure, ce que ça nous donne, c'est ça. Ça nous donne des projections qui nous laissent penser que si aujourd'hui en Arctique on navigue uniquement le long des côtes, ici du côte russe, ou de temps à autre, quand c'est possible, du côté canadien, eh bien l'idée c'est que nous tous, collectivement, là tous, on va a priori tous être là en 2050 et on va a priori tous voir ça, c'est-à-dire un monde où on va avoir des navires conventionnels, pas brise-glace, pas avec des coques renforcées, quoi que ce soit, qui vont naviguer le long des côtes de ces États, et des navires brise-glace qui devraient naviguer au centre, le plus proche du pôle Nord possible. Donc ça, a priori, c'est le monde dans lequel on va devoir, vous et moi, évoluer à l'avenir. Et donc tout ça n'est pas facile à comprendre, et c'est encore moins facile à comprendre quand on rentre dans les détails des régions de l'Arctique, ce qui est donc le thème du concours de Normal Sup cette année. Alors je sais que tout le monde ne va pas candidater pour ça, rassurez-vous, c'est pas que pour vous, bien sûr, surtout que principalement, vous n'allez pas du tout candidater à Normal Sup, hein, voilà, ça je le sais, mais du coup pour vos camarades qui vont le faire, le véritable problème, c'est donc qu'ils ont des zones ici qu'ils vont devoir traiter, qui ne sont finalement plus du tout polaires. C'est-à-dire que vous avez la glace d'été, on en a parlé, ça fond, ça permet aujourd'hui déjà de naviguer, on va y revenir. Mais vous avez aussi, avant toute chose, la question des glaces en hiver. Si dans une zone de l'Arctique, vous avez des glaces en hiver, on peut qualifier cette zone-là encore de polaire, pas de problème. Il y a encore de la glace, il y a encore des ours, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a des zones qui, même l'hiver, ne connaissent pas ou très peu de glace, à ce moment-là, est-ce qu'on peut encore qualifier ces zones-là de polaires ? Ça, c'est le grand enjeu. Donc du coup, regardez ici, au nord de la Russie occidentale et de la Norvège, en mer de Barents. Regardez ici, côté sud-ouest du Groenland. Et regardez de l'autre côté, le sud de la mer de Bering, au niveau des îles Aléoutiennes. Là, on est sur des graphes qui vous montrent l'étendue des glaces de banquise en Arctique. L'hiver, c'est une moyenne du mois de février sur 2017, 2018 et 2019. Donc en gros, c'est le moment où il fait le plus froid, où il y a le plus de glace et tout. Donc s'il n'y a pas de glace, là, il n'y en a pas dans l'année.
Et vous allez me dire, mais peut-être que c'était une anomalie. Ben, encore en 2020, on l'a vérifié. Hein. Donc là, vous avez 2019, là, vous avez 2020. Alors vous voyez qu'il y a une petite recrudescence. Mais mine de rien, on est toujours sur les mêmes logiques. Et puis l'autre truc qu'on n'a pas vu et qui va commencer à toucher nos amis émergents, c'est que regardez, si on va au-delà de la centralité arctique, qu'on va vers les marges ou les ultra-périphéries, si on va ici, côté canadien, bah vous voyez que de la glace, il y en a. Et de manière pas négligeable. Pourtant, on est très loin du cercle polaire. On est très au sud. D'ailleurs, il y a même Saint-Pierre-et-Miquelon ici, un petit territoire français émergent. Et ici, de l'autre côté, on est donc là en Russie, hein, et puis plus on descend au sud du cercle polaire, plus on passe le cercle polaire et on descend encore au sud, et on arrive ici au Japon, on arrive à Hokkaido, et petit à petit, on va arriver au niveau de la Corée du Nord, de la Chine, où vous voyez quelques petites traces de glace, ce qui fait que nos amis chinois sont en train de construire des brise-glaces, pas que pour l'Arctique, mais aussi pour leur propre port, de petite taille certes, mais ils en construisent pas mal. Donc après ces 10 minutes d'introduction, il faut que je vous parle de l'Antarctique aussi rapidement. Parce que là aussi, il y a un grand enjeu. Et l'enjeu, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, pour ceux qui vont, que ce soit les touristes ou les scientifiques, qui vont dans la péninsule antarctique, c'est-à-dire la zone la plus au nord du continent antarctique, eh bien, il n'y a plus du tout de neige, ni même de glace, l'été. Donc là, c'est pareil, l'idée de l'Antarctique sans neige, ça a fait un buzz certain dans les médias là, cette année, sur le mois de janvier, le mois de février, parce qu'on a vu des mesures de température de l'ordre de plus 15, plus 17, plus 18, voire même plus 20 degrés Celsius, ce qui avait été jamais vu. Et en plus de ça, ben, on a un certain nombre de zones ou de stations scientifiques ou de zones touristiques où il n'y a tout simplement pas eu de chute de neige, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a d'ailleurs des tour opérateurs en Antarctique qui sont en train de se prendre des réprimandes de la part de leur clientèle qui disent « mais vous nous aviez promis de la glace, de la banquise, de la neige, tout ça, et on n'a rien vu ». Ça change beaucoup, beaucoup de choses. Alors si je vous fais une typologie un peu express, là, en 5 secondes, alors ça, c'est pas dans le bouquin, j'ai travaillé dessus depuis, ça sera dans le prochain peut-être. Si on vous fait une typologie express de ces parties prenantes au pôle, alors c'est encore plus vrai en Arctique qu'en Antarctique, hein, on peut se parler de 3 types d'acteurs. On peut se parler des victimes, de ce que j'appelle les pieuvres ou les octopuses en anglais, ça va sonner vachement bien. Et puis les super-héros ou super-heroes en anglais, ça sonne aussi vachement bien en Arctique et en Antarctique. L'idée, c'est relativement simple. Vous avez des victimes qui sont en train de subir des effets positifs et des effets négatifs de ces changements climatiques. En Arctique, par exemple, on peut se parler très 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 longtemps de tous les peuples et de tous les États qui sont impactés par le changement climatique négativement, mais on peut se parler aussi de, par exemple, certains peuples ou certains villages de chasseurs groenlandais qui ont fait le choix d'investir maintenant sur la pêche et qui sont en train de devenir, pour certains, les premiers millionnaires du changement climatique au Groenland. Voilà. Donc ça, les victimes, on peut les voir d'un point de vue positif ou négatif, mais toujours est-il qu'il y a toujours, à chaque fois, une démarche en fait, d'adaptation pragmatique, quoi. Pas du tout quelque chose de passionné, de romantique. Non, c'est vraiment la situation pragmatique. On n'est pas à l'origine du changement climatique, on le subit, on s'y adapte. Ensuite, donc, vous avez ces fameuses pieuvres. Alors, je pense que tout le monde voit à quoi ça ressemble. Hein, voilà, vous avez une grande tête, puis après, vous avez plein de bras qui partent partout. Et l'idée, tout simplement, encore une fois, c'est là, on va retrouver des grandes entreprises, mais aussi des TPE, des PME ou des puissances émergentes qui vont s'intéresser au pôle en disant alors nous, on est spécialiste de tel ou tel secteur, nous, on a intérêt à développer le transport maritime ou je ne sais quoi. Et puis, on voit qu'il y a des opportunités dans les pôles. Donc ces opportunités, on va juste étendre notre emprise pour essayer de petit à petit capturer ces marchés, pénétrer dans ces marchés, les capturer, prendre des parts de marché et les rapprocher finalement de nos économies. C'est ce qu'on va voir principalement avec la Chine. Et puis enfin, il y a les super-héros. Alors l'idée des super-héros, là c'est pareil, hein, vous avez des entreprises, vous avez des ONG, vous avez des éducateurs, vous avez des États, des armées qui disent toutes, alors voilà, on voit tout ce qui se passe en Arctique et en Antarctique, et on se dit que, alors nous, on n'est pas déjà présent en cherchant à maximiser nos opportunités. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'à travers l'innovation, à travers la recherche, à travers de nouvelles narrations, à travers les médias, à travers des engagements, de l'activisme et ainsi de suite, on va pouvoir créer de nouveaux marchés, créer de nouvelles réalités, créer de nouveaux narratifs qui vont permettre de changer la partie politique, donc de la géopolitique des pôles. Ça vous va toujours ?
Ça va? Ah, il y a moins d'énergie, je vous ai déjà endormi. Bon, alors pour vous réveiller, je vais essayer de vous parler, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter l'histoire du panda et de l'ours polaire. Alors, bon là c'est un vrai truc, hein, c'est un conte pour enfants, mais ce n'est pas le conte pour enfants que je vais vous raconter. C'est évidemment ma version du panda et de l'ours polaire. Alors ma version du panda et de l'ours polaire, c'est tout simplement Xi Jinping et Vladimir Poutine. L'idée c'est relativement simple. Vous demandez à un panda pourquoi ça t'intéresse aujourd'hui l'Arctique. Le panda va vous dire alors ça m'intéresse parce que en fait jusqu'à maintenant j'ai la majeure partie de mon économie qui a été organisée autour des flux vers l'exportation et notamment des flux donc maritimes qui me permettent de connecter ma Chine qui est ici au continent européen qui est donc là ou alors ma Chine qui est ici au continent nord-américain qui est donc ici. Puis au reste du monde évidemment ça va sans dire. Sauf que si je suis ici en Chine, j'ai deux problèmes. Le premier problème, c'est que, héritage de l'histoire, il se trouve que ici en Corée du Sud, puis au Japon, puis à Guam, puis aux Philippines, etc., j'ai un espèce de rideau de fer américain qui s'est installé et qui cherche à me contenir sur mon territoire, sur ma plaque océanique, pour que je ne m'étende pas de trop, de manière à ne pas concurrencer évidemment la puissance hégémonique américaine. Tout le monde est bon avec ça? Parfait. Deuxième problème, c'est la question du détroit de Malacca, qui est ici, et puis les autres détroits aussi autour de l'Indonésie, Lombok et tous les autres, qui posent problème à cause de la piraterie, à cause d'un... Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une marée noire là-bas? Et que du coup, le détroit, il est, pour ne pas parler de piraterie, pour parler d'autre chose un petit peu, si le détroit il est inutilisable à cause d'une marée noire, qu'est-ce qu'on fait? Par où on passe? Et du coup, de qui devient-on dépendant? Et bien du coup, la Chine dit, moi je cherche une alternative, et cette alternative, ça peut être le Nord. Alors là, sur cette carte-là, ce que vous voyez, c'est une carte de 2004, produite par l'administration chinoise, qui était la première recension qu'on ait trouvée sur une carte chinoise qui montre l'intérêt pour les routes maritimes de l'Arctique. Passage du nord-est, le long des côtes russes et norvégiennes ici, en rouge, et passage du nord-ouest à travers les îles canadiennes, le long du Groenland, du Canada, puis jusqu'aux États-Unis, côte est. Ça va toujours? Ok, alors maintenant vous êtes prêts à parler chinois? Voilà, donc ça c'est la carte de 2013. C'est une carte de 2013 produite toujours par nos amis chinois, par l'Institut de géodésie nationale, pour ne pas la citer, qui est de plus en plus utilisée en Chine aujourd'hui et qui est une carte qu'ils ont appelée une carte du monde vertical, la Vertical World Map. Et dans cette Vertical World Map, il y a 3 éléments à noter. Le premier élément, c'est déjà le fait qu'elle est verticale, ce qui est quelque chose qu'en Occident, on n'utilise absolument pas du tout, qu'on n'a jamais utilisé historiquement et qu'on n'utilise pas du tout. Le deuxième élément, c'est l'idée qu'il a bien fallu trouver un compromis cartographique, parce que vous le savez, c'est difficile quand même sur une même carte plane de représenter une Terre qui est ronde, même s'il y a des plateaux dans la salle, voilà, je vous rappelle qu'elle est ronde. Et donc du coup, le compromis cartographique a été de couper, évidemment, le continent américain en deux, de manière à bien montrer à l'adversaire américain que sa doctrine Monroe n'avait plus lieu d'être au XXIe siècle et que le continent sud-américain était une autre masse bien indépendante de la masse nord-américaine. Bon. Mais le troisième élément qui est le plus intéressant pour nous aujourd'hui et qui montre que la dimension émergente de ces différents pays n'est pas qu'une dimension économique ou culturelle, mais peut être une dimension éminemment géostratégique. Là, on n'est plus sur le géopolitique, mais sur le géostratégique. C'est l'idée de représenter ici, comme vous le voyez, une carte avec l'Arctique, l'Antarctique, et au milieu, ce que nos amis chinois, mais aussi les amis indiens maintenant, appellent désormais le troisième pôle. Pôle 1, pôle 2, pôle 3. Je ne ferai pas de blague sur le pole dance. Ah, c'est lourd, hein, mais c'est pour vous permettre de rester en vie pendant ma présentation. Alors du coup, pour vous parler du troisième pôle et de cette approche chinoise, donc de ce panda, de son rapprochement avec son grand ami l'ours polaire, qu'il ne connaissait pas jusque donc dans les années 2000, je vous propose de ne pas regarder ce reportage, puisqu'on n'a pas le temps, mais en tout cas de regarder ce petit arrêt sur image, donc d'un reportage de CGTN. CGTN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Russia Today chinois, donc c'est le France 24 chinois, mais évidemment avec moins de contrôle étatique, ou plutôt là en l'occurrence plus évidemment, c'est France 24 qui en a moins, c'est pas CGTN. Et donc du coup, CGTN, en 2016, a fait un grand reportage en anglais sur ce qu'ils ont appelé le Arctic Town ou Arctic Village,
ou Beiji Village. Beiji voulant dire Arctique, évidemment, en chinois. Et donc, du coup, vous avez ce pauvre Guanyang qui est envoyé à la frontière chinoise, frontière avec la Russie, donc le point le plus septentrional, évidemment, du territoire chinois, dans ce qu'ils ont appelé donc Arctic Town, mais qui est en fait le comté de Mohe. Et donc ce comté de Mohe, qui est le point le plus septentrional de Chine, aujourd'hui c'est un coin qui est assez particulier puisque c'est un coin où vous trouvez du pergélisol, donc c'est-à-dire des sols gelés en permanence comme en Arctique. C'est un coin où vous trouvez, en tout cas dans le comté, il y a des peuples autochtones nomades qui peuvent passer, éleveurs de rennes comme en Arctique. Et puis en plus de ça, il fait l'hiver maintenant jusqu'à moins 40 degrés comme en Arctique. Voire même mieux que dans certains Arctiques. Souvenez-vous de ce qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau de la mer de Barents, le nord de la Norvège, tout ça, il ne fait pas moins 40 l'hiver. Il fait moins 40 à aucun moment de l'année. Ce qui permet donc à nos amis chinois, avec ce genre de recension et d'images, de créer de nouveaux narratifs en disant nous sommes peut-être plus arctiques que l'Islande, par exemple, ou que le sud du Groenland, ou que le nord de la Norvège, qui, eux, sont tout à fait légitimement reconnus internationalement comme arctiques. Donc, du coup, c'est très intéressant de voir tous ces narratifs qui sont en train d'émerger, justement, avec les émergents. Et si on pousse un peu le délire et qu'on parle avec nos amis sud-coréens, donc nos amis sud-coréens, eux, ils nous proposent une carte du monde comme celle-ci. Là, c'est pareil, hein, c'est une carte officielle du gouvernement, c'est le ministère des Pêches, là, cette fois-ci, qui vous propose une carte du monde centrée sur les océans, et vous voyez toute la place qui est laissée à l'océan Arctique, bien sûr. Vous voyez la recension de la station sud-coréenne en Arctique, des 2 stations sud-coréennes en Antarctique. Vous voyez que l'Arctique est ici en bas à gauche, que l'Antarctique est en haut à droite. Bref, quand même qu'il y a une certaine dimension de, encore une fois, créer de nouveaux narratifs, de nouvelles visions, de nouvelles représentations, de manière à pouvoir constituer de nouveaux messages en Arctique pour soutenir donc les positions stratégiques sud-coréennes sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Mais si on va plus loin et qu'on dépasse un peu cette notion des émergents, qu'on va voir l'autre grand État nord-est asiatique qu'est le Japon, vous voyez aussi des démarches relativement similaires. Que ce soit cette carte-là, qui est la carte officielle du gouvernement japonais pour la région arctique, où vous voyez donc le Japon qui est ici, hein, au centre de la carte, et qui est présenté comme une suite, une continuité, avec les îles Kuriles. Ou alors que ce soit, comme pour ce que vous avez vu avec la carte arctique verticale de nos amis chinois, ici le Japon aligné sur le pôle Nord et le pôle Sud. Bon. Tout ça, ça émerge. Et tout ça, ça émerge parce que finalement, il y a une forme de vide. Aujourd'hui, en Arctique, si vous demandez aux différents groupes de travail du Conseil de l'Arctique, qui est l'organe diplomatique de référence dans la région, eh bien, vous avez plusieurs groupes de travail et plusieurs définitions de ce qui est arctique et ce qui ne l'est pas. Donc typiquement, c'est ce que vous avez sur cette carte-là qui nous provient de chez Arctic Portal. Vous voyez en fonction des groupes de travail ou des données scientifiques qui sont relevées, qui sont étudiées, vous voyez des définitions ou en tout cas des frontières de l'Arctique qui sont très différentes d'une discipline à l'autre. Si vous regardez une carte comme celle-ci, vous avez la même chose au niveau des États. Quand, dans le cadre du traité de coopération, pour la coopération renforcée d'un point de vue scientifique entre les pays de l'Arctique, chaque pays de l'Arctique a dû définir son Arctique, ou en tout cas ce qui l'ouvrait comme étant sa zone arctique à cette coopération renforcée. Et vous voyez qu'il n'y a aucune cohérence d'un pays à l'autre. Strictement aucune. Et puis même au sein du même pays, parfois, comme la Russie, vous voyez, il y a des zones ici qui sont arctiques au nord du cercle polaire, il y a des zones au nord du cercle polaire qui ne sont pas arctiques, et des zones qui sont arctiques, mais qui sont au sud du cercle polaire, voire même au sud du 60e parallèle. Bref, ça part complètement en cacahuète, et c'est normal, il n'y a pas de définition commune. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, et qu'on a posé ce débat-là, en 23 minutes, je vous propose de parler cette fois-ci de la Russie. Le grand émergent de la zone arctique, naturellement, qui a la majorité des côtes sur l'océan Arctique, plus de 50%. Pour eux, le principal enjeu, c'est le transport maritime. Et aujourd'hui, jour de krach boursier ou presque, où on parle beaucoup du pétrole, vous allez comprendre les liens entre pétrole et transport maritime pour la Russie via l'Arctique, et comment Vladimir Poutine a réussi, du coup, à faire son coup sur les 10 dernières années, à savoir développer l'Arctique pour pouvoir mieux attaquer le reste du monde hier, dimanche. Donc ici, vous avez les 4 routes principales maritimes en Arctique. Vous avez le passage du nord-ouest qu'on a déjà évoqué ici en rouge, le passage du nord-est côté russe qu'on a déjà évoqué ici en bleu. Vous avez ce que nos amis chinois appellent maintenant depuis à peu près 2 ans le passage arctique central, ici au plein cœur du continent, au niveau du pôle. Et enfin, le pont arctique, ce que les Nord-Américains ont appelé le pont arctique entre ici, la baie d'Hudson et
L'Europe du Nord, bon, mais ça c'est négligeable parce qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Bon. Donc les 3 grandes routes principales, ce sont la rose, la verte et la bleue. Pour pouvoir organiser ce trafic et ces développements, il y a eu un certain nombre de négociations ces dernières années, depuis à peu près 10 ans, pour essayer de parvenir à quelque chose qui ressemble à un code juridique pour pouvoir avoir une base commune de réflexion et de régulation sur cette région. Donc ce code commun, c'est ce qu'on appelle le code polaire, qui a été négocié au niveau de l'Organisation maritime internationale et qui, comme vous le voyez, regroupe à peu près toutes les eaux de l'océan Arctique. Et en fait, la question qui se pose, c'est, et beaucoup de journalistes me la posent tout le temps, c'est mais alors, on régule pour combien de navires en fait? Parce qu'il n'y a pas tant que ça de trafic, il y a encore de la glace et tout, c'est compliqué. Alors oui, mais comme vous le voyez ici sur ce slide, et ce n'est qu'une estimation, on va dire basse, vous avez à peu près 2000 navires chaque année, désormais, dès maintenant, en zone arctique. Et ces 2000 navires, en fait, ça ne prend pas en compte, c'est pour ça que je dis que c'est bas, ça ne prend pas en compte tout le sud de la mer de Barents qui est ici, toute la mer Blanche qui est ici. Ça ne prend pas en compte le sud de la baie d'Hudson qui est glacée et qui est ici. Et ça ne prend pas en compte non plus la mer d'Okhotsk jusqu'à Hokkaido, comme vous l'avez vu, qui connaît de la glace aussi en hiver. Donc ce chiffre-là, 1800, il est très intéressant comme base, mais il est incomplet. Mais c'est le meilleur qu'on ait. Et quand vous voyez en fait qui sont derrière ça, qui est derrière ça, vous voyez, bon, évidemment, la Russie, très très loin devant, 774 navires qui passent, les États-Unis ensuite, Canada, Norvège, tout ça. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a déjà un quart des navires qui sont non arctiques. Et dans cela, vous trouvez les usual suspects des pavillons de complaisance internationaux, Panama, Bahamas, les îles Marshall, le Liberia, Malte et tutti quanti. La Chine, par exemple, est relativement loin, en tout cas en 2017. Les choses sont en train d'évoluer très vite. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir quel type de navire passe. Et là-dessus, c'est pareil. Ce qui est intéressant, c'est de voir que 20% des navires qui naviguaient en Arctique en 2017, donc il y a déjà 2 ans, étaient des tankers, donc c'est-à-dire des navires cargo qui transportent des hydrocarbures, pétrole, gaz ou autre chose. Donc vous avez des pétroliers ici, des méthaniers, autres tankers. Bref, vous ferez pause sur YouTube pour aller dans le détail. Et donc du coup, ce qui se passe dans le débat pour la Russie, c'est de savoir comment la Russie peut essayer de maximiser, donc c'est la logique de la pieuvre que je évoquais tout à l'heure, comment maximiser ses opportunités. Parce que la Russie ne se positionne pas comme victime du changement climatique. D'ailleurs, le discours officiel consiste toujours à dire que le changement climatique n'est pas la faute de l'homme pour la Russie. Et donc du coup, vous avez ici, en particulier sur le passage du Nord-Est, vous avez en particulier cette zone-là qui part du cap d'Ejniev, ici, donc le nord du détroit de Bering, et qui va jusqu'à la porte de Kara et au cap Zelania, ici au niveau de la Nouvelle-Zambie. Vous avez une zone particulière de législation qui s'appelle la route maritime du Nord. Donc ça, c'est une partie du passage du Nord-Est. Et cette route maritime du Nord, les Russes la contrôlent. Alors c'est une route dans laquelle vous avez déjà pas mal de voyages, donc ça, je ne vais pas revenir dessus, on l'a déjà évoqué. Vous avez une demande qui est assez intéressante, c'est-à-dire une demande qui se maintient d'année en année. On a aujourd'hui à peu près 800 navires qui demandent chaque année à naviguer dans cette zone. Et vous avez donc ce qu'on appelle des transits intercontinentaux qui se font, donc des navires qui passent de l'Est à l'Ouest ou de l'Ouest à l'Est. Et ce qui était assez fascinant, c'était en 2018, on a vu pour la première fois qu'il y a eu autant de traversées d'Est en Ouest ou d'Ouest en Est chinoises que russes. C'est là que le panda et l'ours polaire se rencontrent. Sauf qu'ils ne marchent pas à armes égales. C'est-à-dire que là où les Russes ont un gros RPG, le panda n'a qu'un petit pistolet comme ça d'appoint. Et ces RPG ou ces pistolets d'appoint, en Arctique, ils se manifestent principalement autour aujourd'hui de la question des brise-glaces. Donc les brise-glaces, c'est ce qui aujourd'hui compte pour plus de 60% des transits que je viens d'évoquer. Et en fait, ces brise-glaces, ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'en fait, ils drainent derrière eux, un peu comme des petits trains, d'autres navires qui peuvent être plus ou moins brise-glace et qui font les traversées aussi, traversées totales ou partielles. Et donc, du coup, vous voyez comme ça, je peux vous sortir des dizaines et des dizaines de graphes, de données, de statistiques, où vous verrez à chaque fois des progressions sur juste l'année 2018 à 2019 qui sont énormes. Au-delà des brise-glaces, les Russes, ils ont aussi l'enjeu de devoir creuser les fonds marins.
pour pouvoir permettre à des grands navires de pouvoir passer. Parce que tout simplement, l'Arctique, c'est pas si profond que ça, en tout cas pas le long des côtes. Et donc du coup, il y a certaines zones, comme par exemple la porte de Kara qu'on a évoquée tout à l'heure, ou l'estuaire de l'Ob que vous voyez ici, qui demandent à être creusés sur la profondeur, sur le fond marin, de manière à ce que petit à petit, des navires toujours plus grands puissent acheminer ou récupérer des marchandises. Puis au-delà de ça, il y a aussi des câbles sous-marins qui sont en train de se développer, des câbles sous-marins depuis l'Europe jusqu'à l'Asie, à travers l'Arctique. Il y a plein de choses comme ça qui sont en développement. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Mais ce qu'il faut noter, donc, c'est que tout ça, c'est un impératif pour la Russie. Il faut absolument viabiliser cette zone de manière à pouvoir influencer à l'échelle mondiale la recomposition certaine, à cause du changement climatique, des flux économiques. C'est un impératif pour la Russie. Et c'est d'autant plus un impératif du coup que c'est en Arctique que la Russie va chercher principalement son énergie aujourd'hui. Énergie avec laquelle elle peut faire la pluie et les beaux temps sur les marchés, comme donc ce qu'elle est en train de faire en ce moment même autour du pétrole. Alors du coup, ce que vous voyez ici, c'est que donc sur la période qui va de 2015 à 2020, on voit que les volumes transités par l'Arctique sont en forte progression. Comme vous le voyez, ils ont été multipliés par 8 en 5 ans. C'est que le début. 40 millions de tonnes, ça reste peu. Mais c'est une progression qui a vocation à aller de plus en plus haut. Et notamment grâce à l'énergie. Puisque aujourd'hui, la Russie produit 80% de son gaz en zone arctique. Pour la Russie, le développement de l'Arctique, ce n'est pas un enjeu de 2035 ou de 2050. En tout cas, pas seulement. C'est déjà un enjeu aujourd'hui, puisque 80% du gaz russe provient de l'Arctique. Et ça ne fera qu'augmenter. Et puis au-delà du gaz, il y a aussi le charbon que les Indiens veulent, il y a le nickel dont les Chinois ont besoin, le gaz naturel dont les Chinois, les Japonais, les Sud-Coréens et d'autres ont besoin, et j'en passe et des meilleurs. Et dans tout ça, donc, que dit le panda ? Eh bien, le panda dit, alors je ne vais pas, toi, l'ours polaire, n'être que ton client. Je vais aussi venir comme ton partenaire, voire même comme ton bailleur de fonds. Puisque du coup, ce que le panda a repéré, c'est qu'en passant par l'Arctique, non seulement il y avait toute cette histoire d'alternative que j'ai évoquée tout à l'heure, alternative évidemment au problème des routes du Sud, mais en plus de ça, le panda a repéré ces dernières années que passer par l'Arctique pourrait devenir rentable. Donc d'un côté, vous avez la dimension stratégique, évidemment, géopolitique, mais vous avez en plus de ça une dimension purement économique, avec donc une rentabilité accrue par rapport aux routes du Sud. Donc du coup, l'idée, c'est de prendre des navires dans un premier temps qui feraient toute la route depuis l'Asie jusqu'à l'Europe et vice-versa. Et on en voit déjà. Là, c'est une carte assez rapidement pour vous montrer un petit peu le nombre de transits complets, sans arrêt au milieu, en Arctique, qui se sont déroulés. Bon. Mais l'objectif à terme, c'est d'essayer, avec le concours d'autres investisseurs de pays émergents ou non, de pouvoir développer un système de développement économique qui soit basé sur des hubs ici, côté russe ou côté américain, dans l'État des États-Unis qui intéresse le moins Washington aujourd'hui, avec peut-être les Samoa américaines, qui n'est pas un État, mais qui est un partenaire, qui est un territoire, c'est l'Alaska. L'Alaska a besoin de se développer. Elle ne peut pas baser son économie uniquement sur les ressources naturelles. Et de l'autre côté, vous avez une autre compétition entre la Norvège, la Russie et l'Islande pour pouvoir aussi récupérer ces flux. Donc le Russe, il sait très bien qu'il est au milieu. Et il sait très bien qu'étant au milieu, il est quelque part le faiseur de roi. C'est-à-dire que soit il investit pour viabiliser cette zone et pour faire en sorte que cette route maritime se fasse, soit il ne le fait pas et il perd une opportunité importante. Donc du coup, nos amis russes sont en train de développer des brise-glaces nucléaires. Donc du coup, aujourd'hui, les plus puissants font 30 MW et les plus puissants, à partir de septembre 2020, puisqu'il a eu une petite avarie, en tout cas le premier, vont arriver à 60 MW. Mais comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est pas juste d'avoir un brise-glace pour avoir un brise-glace, c'est de faire des petits trains à partir des brise-glaces avec des navires qui suivent derrière. Bon. Mais ce n'est pas tout. Puisque une fois que vous avez fait ce brise-glace de 60 MW qui devrait être capable de briser 2,5 mètres d'épaisseur de glace, donc qui pourra vous servir une bonne partie de l'année dans les zones les plus frontières, on va dire, de l'Arctique, eh bien, il faut aller plus loin. Et c'est ce que donc vous voyez ici avec le projet
de LK120, c'est-à-dire le projet qu'ils ont appelé le IB Leader, qui se veut être le plus grand brise-glace du monde, qui devrait être capable de briser 4 mètres de glace, donc c'est-à-dire d'aller n'importe où en fait en Arctique à n'importe quel moment de l'année, pour pouvoir ouvrir n'importe quelle route, que ce soit pour du transport de marchandises, du tourisme ou je ne sais quoi. Donc comme vous le voyez, l'ours polaire investit. Et donc le IB Leader, il a cette tête-là. Ah, il est stylé, hein. Ben, ils l'ont fait. Alors cette image de synthèse n'aura a priori aucune réalité, mais justement, ils ont sorti ça en mode futuriste, de manière à ce que la première des choses que vous disiez, c'est pas du tout « Oh my God, mais on va en plus casser toujours plus de glace pour pouvoir encore plus défoncer l'environnement ». Non, ils voulaient que vous vous disiez My God, so futuristic. Et c'est exactement la réaction que vous avez eue. Comme quoi, ça marche. Créer des nouveaux narratifs, ça marche. Et donc, encore plus futuriste, en action, comme vous le voyez ici. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est que tout ça, ça s'inscrit dans une dynamique qui est beaucoup plus importante que juste une dynamique autour de la Russie ou de la Chine. C'est une dynamique où on a des brise-glaces obliques qui cassent la glace de côté, voire même à la perpendiculaire, qui sont développées, que ce soit en Finlande, en Europe, en Corée du Sud ou je ne sais où. Et du coup, qui permettent complètement de revitaliser l'idée, qui est une idée ancienne, hein, que l'Arctique pourrait en fait être tout simplement la mer Méditerranée du futur, quoi. Donc là, vous voyez, voilà, il brise la glace en perpendiculaire. Et en gros, l'idée, c'est qu'une fois qu'il a brisé la glace dans un sens, il revient dans l'autre sens pour récupérer la glace et effectivement l'éjecter complètement de manière à ouvrir la voie à n'importe quel navire conventionnel. En Europe, on avait la possibilité d'aller opposer une masse critique aux Asiatiques et aux Américains aussi, puisque les Américains essaient de se développer de leur côté, mais vont beaucoup moins vite et mettent beaucoup moins d'argent que nos amis pandas et ours polaires. Donc chez nous, en Europe, coque, pack de bière et tout ce que vous voulez, ce qu'on voulait, nous, en Europe, c'était développer un brise-glace le plus puissant du monde qui puisse être partagé par tous les pays européens. C'est un projet qui a émergé dès les années 2000. Et puis finalement, en 2007-2008, les Allemands ont dit vous êtes bien gentils, mais vous nous demandez de financer un peu tout ça tout seul. Donc du coup, si vous ne mettez pas un peu la main à la pâte, on arrête de financer et on va se faire un brise-glace pour nous, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc les Allemands ont arrêté de financer ce projet de Aurora Borealis, qui aurait dû être le plus grand brise-glace de recherche au monde. Et donc du coup, le vrai sujet, c'est que ce que cet acte manqué incarne, c'est l'idée que d'un côté, c'est-à-dire chez nous, on reste encore avec une vision de l'Arctique qui est peut-être lointaine, qui est peut-être romantique, alors que côté chinois, par exemple, donc là je reviens au panda, on est clairement engagé, tout comme chez les ours polaires, donc chez les Russes. Il n'y a pas que des ours polaires, il n'y a pas qu'en Russie qu'il y a des ours polaires, mais vous avez compris, c'est pour les bienfaits de la démonstration, que donc il y a une bagarre ou une bataille d'équipement qui est déjà engagée. La Chine, au départ, elle a acquis son premier brise-glace en 1993. Elle a bénéficié du fait que l'Ukraine était dans un sale état pour pouvoir acheter son brise-glace national, qui était donc l'un de ses bijoux de famille. Ils l'ont acheté pour pas grand-chose, ils l'ont retapé et ils l'utilisent aujourd'hui. Ils l'appellent le Shuelong, soit le dragon des neiges. Et du coup, l'année dernière, ils ont mis en service le Shuelong 2, le dragon des neiges 2, qui est donc un navire, tout ce qu'il y a de plus moderne, conçu à la base par les Finlandais, mais construit intégralement par les Chinois, et donc qui est le premier navire, le premier brise-glace, made in China, pour les pôles. Et vous allez me dire, est-ce qu'il s'arrête là? Normalement, 2 brise-glaces, ça devrait suffire, mais évidemment, le panda a de l'ambition, et l'idée, c'est pas que de manger du bambou, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils ont construit un 3e brise-glace, ils sont en train de le lancer, le Shuelong 3, peut-être que ça aura un autre nom, on verra, et puis surtout, ils ont lancé l'idée, c'était déjà maintenant il y a plus de 3 ans, de construire des brise-glaces nucléaires. Brise-glaces nucléaires, comme les Russes le font, hein, vous l'avez bien vu. Et l'idée de ces brise-glaces nucléaires en Chine, c'est tout simplement d'essayer d'avoir quelque chose qui puisse servir de tremplin, de marchepied, pour que la Chine puisse bâtir, in fine, un porte-avions nucléaire. Ce qui là changerait beaucoup de choses. Et donc, du coup, le brise-glace, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, à faire, en tout cas beaucoup moins problématique d'un point de vue de la sécurité internationale. Ça tombe, c'est en dessous du radar, comme on dit. Et donc, du coup, l'État chinois a mis en concurrence 2 de ces sociétés d'État, China National Nuclear Company et China General Nuclear. Ici, c'est l'écosystème de Shanghai,
et ici, c'est l'écosystème de Guangzhou. Donc du coup, 2 écosystèmes différents, 2 ingénieries différentes, 2 motorisations différentes, et ainsi de suite, pour aller le plus vite possible. Et la Chine ne s'arrête pas là. Dans son approche multiscalaire des pôles, qui est une approche qu'on a relativement abandonnée chez nous en Occident, la Chine pense évidemment stratégique, elle pense économique, elle pense internationalisme, avec des collaborations d'État à État, et elle pense aussi interrégionalisme. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette petite région-là, en rose, le comté de Mohe, où le pauvre Guanyang avait du mal avec son écharpe rouge. Donc le comté de Mohe, vous voyez, on est là, donc on est ici à la frontière avec la Russie, le point le plus septentrional, dans la préfecture de Daxinanling. Et en fait, quand la province du Heilongjiang, toute cette province du nord-est de la Chine, vient discuter avec, par exemple, la Laponie finlandaise ou même avec l'Islande, 320 000 habitants, ben, le Heilongjiang, c'est à peu près 40 millions d'habitants. Donc c'est 10 fois plus que la totalité de la population de l'Arctique dans son entièreté. C'est un PIB de 250 milliards de dollars en rythme annuel. Donc c'est autant que la Finlande tout entière. Et ça crée des asymétries. Et c'est quelque chose sur lequel les émergents ont tendance à de plus en plus jouer. Que ce soit Singapour, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit l'Inde, en Arctique, les émergents ont tendance à jouer sur donc, ces asymétries. Et je vais vous en donner une dernière. Allez, pour finir, regardez ça. Sur cette carte, j'ai fait l'effort de vous mettre sur une même ligne la ville groenlandaise de Ilulissat, ou plutôt le village de 4000 habitants de Ilulissat, avec la ville chinoise du Shandong, qui s'appelle Weihai, qui est une ville de 2,5 millions d'habitants. Et pourquoi je vous ai mis ça? Eh bien, tout simplement parce que Weihai a proposé à Ilulissat, il y a maintenant 2 ans, de faire un jumelage. Et là, on est dans la diplomatie municipale. C'est de mer à mer. Et donc l'idée, c'est tout simplement de dire, nous, à Weihai, on est un centre de production des produits de la mer, on se veut être un centre touristique ou d'écotourisme en Chine. Et vous, à Ilulissat, vous l'êtes déjà. Vous êtes l'un des 2 cœurs touristiques du Groenland et l'un des 2 cœurs pour la production de produits de la mer. On a des choses à faire ensemble, d'un point de vue industriel, d'un point de vue éducatif, et ainsi de suite. Et puis, on va aller même encore plus loin. Parce que l'Europe a laissé un petit peu passer sa chance là-dedans. Mais cette chance-là, en fait, le panda, il n'est pas juste venu sur le terrain arctique en se disant « Ah, chouette, ça va être trop facile à faire, et ben, en moins de 6 mois, on fait un jumelage. » Non, c'est un projet de bien plus longue date. Et ce que vous voyez ici, ce sont une suite de documents. C'est une suite de documents qui est passée relativement sous le radar chez nous en Europe ou aux États-Unis. C'est ce qu'ils ont appelé les Reports on Arctic Region Development, au départ, ce qui est devenu après les Blue Books, les livres bleus de l'Arctique. Et du coup, ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment, en quelques années, ils ont fait une démarche de recension des intérêts, des opportunités, des défis, des challenges, des risques stratégiques. Et ils ont réussi, en fait, en moins de 10 ans, à bâtir une politique bipolaire, parce qu'ils ont fait la même chose pour l'Antarctique, qui leur permettent d'avoir une vision à 360 degrés qui est, en fait, une vision plus proche du terrain et à la fois plus long terme que ce que peuvent faire les puissances déjà établies. Donc, est-ce que c'est leur côté émergent qui leur permet une certaine liberté? Quelque part, oui. Parce que grâce à ce genre d'études, grâce à ce genre ensuite de publications, de stratégies, d'investissements, puisque la Chine est devenue maintenant le premier investisseur étranger direct en zone arctique, eh bien, ça permet tout simplement aux pandas de ne pas prendre la main, ou pas prendre le dessus forcément sur l'ours polaire russe, en tout cas pas complètement aujourd'hui, mais en tout cas de se mettre toutes les chances de son côté pour, à l'avenir, être celui qui va véritablement être le driver du développement de l'Arctique. Et puis, si on pousse un peu le trait, on peut ne pas se parler que de ces émergents identifiés là, on peut se parler du Kazakhstan aussi, qui a une démarche un petit peu entre deux, de développement vers l'Arctique pour se désenclaver. Donc, c'est sortir de son côté purement Asie centrale. On a évidemment les enjeux militaires, sécuritaires qui rentrent en ligne de compte. On a des enjeux, comme je vous disais, géostratégiques, mais qui vont plus loin, puisque la route polaire de la soie, telle que la Chine la décrit aujourd'hui, c'est un enjeu qu'ils appellent civilisationnel. Bref, tous ces enjeux-là, ce sont des enjeux que nous aurons à traiter tous les uns et les autres, et qui sont des enjeux, comme ce genre de pays, émergents. Merci de votre attention.
Allez, nous avons quelques minutes pour les questions. Est-ce qu'on peut observer la création de bases militaires le long de la frontière, notamment russe, non seulement par les Russes, mais aussi par exemple par l'OTAN ou autres? Donc c'est en effet ce que vous voyez ici, puisque ici vous voyez matérialiser l'idée de la route maritime là qui passe donc par le nord. Et donc l'idée qui a été celle de l'ours polaire, comme je l'appelle depuis tout à l'heure, c'est donc de créer 3 éléments qui permettent en fait de viabiliser la zone. Il y a d'une part l'idée des centres de sauvetage maritime. Donc le centre de sauvetage maritime, tout simplement, imaginez vous êtes un armateur, je sais pas moi, français, chypriote, chinois, ce que vous voulez, et vous envisagez de passer par l'Arctique, sauf que vous vous dites, mais si jamais mon bateau il a une avarie, comment je fais pour aller le secourir? Ou si mon bateau il a un problème quand il est en train de naviguer, comment je peux l'emmener, à quel port je peux l'emmener assez rapidement pour qu'il soit réparé? Bon bref. Donc du coup, les Russes ont développé ces centres de sauvetage maritime tout le long de la zone, de manière à rassurer les investisseurs internationaux là-dessus. Ensuite, vous avez les bases militaires pures. Donc les bases militaires pures, vous en avez grosso modo une dizaine, hein, et ce sont soit des anciennes bases soviétiques qui ont été rénovées et étendues, soit des bases soviétiques qui n'étaient pas militaires, par exemple des goulags, et qui ont été, qui ont changé de destination. Voilà. Et du coup, au-delà de ces 2 éléments-là, vous avez ce qu'on appelle donc les lieux à usage mixte, ou les lieux à intérêt dual, où vous avez donc un intérêt à la fois civil, pour les applications civiles, typiquement transport maritime classique, et un intérêt pour des applications purement militaires. Et là-dessus, donc, vous en avez 4. Vous en avez donc en développement ou pas, et vous voyez où ils sont localisés. Mourmansk, Arkhangelsk, vous avez Tixi, et enfin vous avez Anadyr ici. Histoire, avec ces 4 installations-là, en plus des autres, de pouvoir bien contrôler cette zone-là, et donc en fait opposer une forme de barrière stratégique, notamment donc à tous ces émergents qui viendraient du Pacifique, ou aux non-émergents, mais nouveaux acteurs en zone arctique qui peuvent venir de l'Europe ou en tout cas de l'Atlantique, pour protéger en fait toute cette zone-là sous l'idée d'un bastion, tout simplement. Pour la Russie, l'Arctique, c'est clairement son bastion, et ils vont agir comme tel avec la Chine, avec laquelle pourtant ils ont une forme de partenariat bien sûr stratégique. Hein. On peut penser notamment à l'organisation de coopération de Shanghai, mais aussi pour développer en fait les intérêts militaires. Bonjour, juste par rapport au point arctique, le point le plus au nord, il me semble qu'il appartient à personne, il n'y a pas d'État qui le contrôle, mais du coup si on arriverait à passer par ici, est-ce que les voies de navigation seraient dans les océans internationaux, dans les eaux internationales, ou alors il faudrait créer une nouvelle législation pour pouvoir y passer? Merci pour votre question qui me permet donc d'approfondir ce slide-là. Donc ce que vous voyez ici sur les 2 cartes, hein, ce que vous voyez, je vais faire très court, rassurez-vous. Vous voyez ici donc les différentes en pointillés noirs. Vous voyez les limites des zones économiques exclusives des États. Donc du coup, comme vous le savez certainement, dans sa zone économique exclusive, un État XYZ a les droits d'exploitation sur son fond marin et sur toutes les ressources qui sont dans la colonne d'eau. Donc jusque-là, pas de problème. Donc là, c'est canadien, là, c'est américain, là, tout ça, c'est russe, là, c'est norvégien, et là, c'est danois / groenlandais. Donc du coup, quand on est ici, dans l'océan Arctique central, et donc du coup, je vous propose de passer à droite, quand on va naviguer ici, dans l'océan Arctique central, on va être en effet dans les eaux internationales, qui de fait n'appartiennent à personne. Et même si la Russie, le Danemark et le Canada ont engagé des démarches pour démontrer que leur plateau continental s'étendait bien au-delà de cette zone économique exclusive, ce qui leur permet de revendiquer potentiellement des droits souverains sur des exploitations de ressources jusqu'à 350 000 nautiques à partir de leur côte, donc c'est-à-dire 150 000 nautiques à partir de la zone économique exclusive ici. Eh bien tout simplement, ces droits-là, s'ils sont validés, dirons-nous, ils sont uniquement sur l'exploitation des ressources du fond marin ou du sous-sol, pas sur les eaux en elles-mêmes. Donc les eaux resteront internationales quoi qu'il arrive. Et vous pourriez me dire, ça va lancer une nouvelle guerre pour le pétrole en Arctique. En fait, la réponse est non, parce qu'on estime que donc 95% des ressources d'hydrocarbures sont bien localisées soit sur les terres
des différents pays soient dans leur zone économique exclusive et pas dans l'océan Arctique central. Donc du coup, a priori, tout va bien. Bonjour, c'était pour savoir si la France avait son mot à dire là-dedans. Est-ce qu'elle a un intérêt à investir dans le commerce en Arctique? Alors la France a 3 choses à dire par rapport à l'Arctique. Mais ça, on en a parlé l'année dernière, puisque le thème c'était la France. Alors, le premier sujet, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, la France, avec l'accord de Paris, avec la COP21, elle est quelque part le dépositaire de la nécessité de climate action, d'action climatique à l'échelle mondiale. Donc typiquement, quand vous regardez un graphe comme celui-là, là ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle les warming stripes. Vous avez tout simplement la température mondiale, ici, au niveau de l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire la moyenne des années 1881 à 1910. Et vous voyez petit à petit, en comparant chaque année la température mondiale de la planète à ce référentiel du 19e siècle, vous voyez tout simplement si ça progresse, donc c'est rouge, ou si c'est inférieur ou similaire, auquel cas c'est bleu, blanc. Et donc vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Ça vous permet de bien visualiser les perspectives de développement climatique. Et ici, ce que Alexander a rajouté, c'est les différents scénarios donc de limitation de l'augmentation de la température à l'échelle de 2100, toujours par rapport au référentiel donc de l'ère dite pré-industrielle. Donc quand vous regardez ce graphe-là, vous voyez ici, avec le triangle, rapidement, vous voyez l'année où les émissions mondiales de CO2, enfin de gaz à effet de serre, pardon, sont censées arriver à leur pic. La flèche, c'est l'année où ils sont censés être de moitié par rapport au pic. Et le petit cercle, c'est l'année où on doit arriver à un net zéro émission à l'échelle mondiale, pour pouvoir donc arriver au scénario désiré. Et donc, ce que vous verrez quand vous regarderez ce slide en détail, c'est que tout simplement, on est plutôt ici, voire là, donc autour plutôt de 3 degrés. Et donc ça, c'est un enjeu, je reviens à votre question, qui est très important pour la France, puisque en tant que dépositaire, organisateur, négociateur, appelez ça comme vous voulez, de l'accord de Paris, aujourd'hui, la France est vraiment l'État qui défend, qui porte cette action climatique. Et donc, en fonction de l'activité politique qu'elle déploie pour défendre ça, il y a une action climatique mondiale ou pas. Deuxième point très rapide, la France est tout simplement impliquée en Arctique, notamment sur le côté énergétique avec le gaz naturel, puisque je vous ai parlé de la Russie, etc. Mais en fait, Total, par exemple, a plus de 20% dans certains champs gaziers arctiques majeurs aujourd'hui pour la Russie. Et puis, le troisième élément, c'est le transport maritime, évidemment, puisque si le grand armateur français national, CMA-CGM, a annoncé l'été dernier qu'il refusait d'exploiter les routes maritimes de l'Arctique, eh bien, il y a toute une ribambelle de sociétés de télécommunications, de positionnement, de construction navale, etc., qui, elles, par contre, sont impliquées dans ce secteur.